Attention, cette vidéo contient un scoop, des informations inédites jusqu'à présent. Je vous lirai ce document tout à l'heure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous faire un compte rendu de mon dernier procès, l'audience du 22 juin, c'est-à-dire hier, enfin là on est en plein milieu, donc avant-hier. Alors au départ, je voulais vous faire ça avec des images prises avec ma petite caméra au tribunal. J'avais prévu parce que c'est plus sympa d'illustrer dans les lieux, voilà. Sauf qu'on a fini tard en fait les débats. Il était quasiment 19h et que la dernière heure, j'ai été atteint d'une migraine un peu incapacitante. J'étais à ça du malaise. Donc il n'était pas question derrière que je me mette devant le tribunal et puis que je commente ce qui s'était passé. Et puis d'une certaine manière, c'est aussi bien parce que j'ai pu travailler sur un texte à vous lire qui sera beaucoup plus informatif, structuré et prudent que si j'avais glosé ad libitum après les faits. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé, comme je m'engage depuis le début à vous rendre compte en toute transparence de la manière dont les affaires qui me concernent sont traitées en justice, puisque vous m'avez fait l'honneur de me soutenir avec un fonds justice dont je rappelle qu'il est ouvert pour que vous puissiez le abonder pour qu'il reste à flot pour financer les démarches, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais à l'heure actuelle, toutes ces affaires ont coûté à peu près 70 000 €. Oui, et on ne gaspille rien, hein. C'est de l'argent qui va dans les démarches, les factures d'avocat et puis dans le transport pour être présent aux audiences. Voilà. Bon. Donc, je vais vous raconter l'histoire de l'audience du 22 juin 2026. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai comparu devant le tribunal de Paris dans le cadre d'une poursuite en diffamation engagée par Idriss Aberkane en raison de mes propos sur le plagiat allégué de sa thèse. Notre affaire est prise à l'audience vers 15h30. Je suis appelé à la barre en qualité de prévenu. On m'a demandé quelques informations et puis on m'a invité à expliquer mon travail. Donc je le refais un petit coup pour tout le monde. J'ai exposé que mon activité consiste à promouvoir l'esprit critique, ce qui implique plusieurs dimensions. Pour exercer son esprit critique, il faut des connaissances, des compétences et des dispositions. Et mon engagement consiste à tenter d'agir sur ces 3 plans. D'abord, œuvrer au partage des connaissances consiste à parler de science, à partager des découvertes, à inviter des chercheurs et des chercheuses, à donner envie d'apprendre. La science a une dimension technique, parfois difficile, mais elle ouvre aussi l'esprit et donne accès à des questions passionnantes. Si on n'a aucune connaissance, on ne peut pas avoir d'avis sur ce qui nous entoure. Ensuite, les compétences méthodologiques, elles concernent l'incapacité à évaluer la qualité des informations et notamment savoir repérer les sophismes. Comprendre la différence entre un discours construit sur des sources solides et un discours qui s'appuie sur une autorité personnelle, sur un exotisme de façade, un appel à la croyance ou un appel à l'ignorance, etc. C'est la zététique de base. Ensuite, la disposition intellectuelle, ça concerne l'envie de s'intéresser à ces outils, la motivation que l'on a à exercer sa pensée critique. Et ça, mon travail, ça consiste à les rendre accessibles, appétents et utilisables, tous ces outils. J'ai replacé cette démarche dans la continuité d'un certain Henri Brock, peut-être que vous connaissez, qui a remis le mot zététique au goût du jour et qui utilisait notamment le paranormal comme objet pédagogique pour examiner la manière dont se construit une connaissance et pour distinguer celle-ci d'une croyance ou d'un discours pseudo-savant. Dans cette boîte à outils du penseur critique, le débunkage occupe une place importante. On prend un cas précis et l'on montre ce qui pose problème, ce qui manque de fiabilité, ce qui relève d'un écart entre le discours public et les faits documentés. Et c'est dans ce cadre que je me suis intéressé à Idriss Aberkane. Lorsqu'un discours repose largement sur l'image du génie académique, sur l'accumulation de diplômes, de doctorats en l'occurrence et de titres, il entre pleinement dans mon champ d'action,
d'examiner la solidité réelle de cette image. Si je détecte un décalage entre le discours et la réalité, je considère que mon rôle consiste à le dire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire dès 2016, avec des articles de blog consacrés au CV de M. Idriss Aberkan, lorsque plusieurs éléments de ce CV ont été contestés par d'autres qui ont donné l'alerte, et j'ai travaillé là-dessus. Voilà ce que j'ai expliqué à Madame la Présidente et aux deux juges qui étaient avec elle. Lorsque c'est au tour de la partie adverse de prendre la parole à la barre, le mot zététique est brandi et on l'utilise contre moi comme s'il constituait une sorte d'engagement à vérifier personnellement toute chose jusqu'à l'absurde. Et donc, il y a une mécompréhension de la part de l'avocat de M. Aberkan. Je ne peux pas lui en vouloir, il n'a pas suivi ma formation, mais un jour, peut-être qu'on pourra combler ce manque. M. Aberkan donc, s'est emparé de ce mot pour me présenter comme un zététicien, il l'a dit plein de fois, qui aurait trahi ses propres principes. Et son avocat a repris cette ligne dans sa plaidoirie. Puisque je revendique l'art du doute, j'aurais dû comprendre que Polytechnique, le comité d'éthique et Benoît Deveau avaient mal travaillé, ou même qu'il s'en prenait à Idriss Aberkan pour des raisons personnelles. J'aurais dû lui accorder le bénéfice du doute d'une certaine manière, et donc il a voulu me piéger en me demandant si j'avais vraiment appliqué l'art du doute au cas de M. Aberkan. Cette manière de présenter les choses inverse le sens de la démarche critique. La zététique ne consiste pas à substituer son intuition personnelle à l'expertise disponible. Donc j'ai expliqué à tout le monde que la zététique, ça consiste d'abord à douter de ses propres certitudes, à mesurer son niveau réel de compétence, puis à se tourner vers les sources les plus solides. Dans ce dossier, je n'avais aucune raison de m'improviser expert de l'écosystème disciplinaire de la thèse de M. Aberkan en sciences de gestion. Mon rôle consistait à examiner les éléments accessibles, à identifier le problème, puis à m'appuyer sur l'avis des personnes les plus compétentes pour juger ce travail dans son contexte académique. Et donc, le comité d'éthique réuni par Polytechnique avait précisément cette compétence. Il réunissait les ressources épistémiques et institutionnelles pertinentes pour évaluer ce travail précis. M'en remettre à son analyse, surtout lorsqu'elle conclut unanimement à l'existence d'un plagiat, relève pleinement de l'art du doute. Je dose mon incertitude, je reconnais mes limites et je m'appuie sur l'avis le mieux fondé disponible au moment où je parle. J'espère et je crois que cette démarche a été clairement comprise par le tribunal. Ensuite est arrivé le léger parfum de complotisme. L'avocat, Idriss Aberkan, n'était pas maître division. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. La stratégie était plus prudente, mais bien vite, le propos a fini par ressembler à ce qui était attendu. L'accusation a concentré une large part de sa plaidoirie sur Polytechnique, sur le comité d'éthique et sur Benoît Deveau. Mais je dois quand même vous dire que j'ai eu le sentiment d'assister en partie au procès de Polytechnique plutôt qu'au procès de mes propos. Si l'on suit jusqu'au bout la logique de la plaidoirie adverse, c'est bien l'avis du comité d'éthique qui était visé et on m'a traîné en justice pour rien, en fait. La stratégie adverse, je vous l'explique, elle revenait à soutenir que Polytechnique aurait cherché à prendre ses distances avec Idriss Aberkan et que l'accusation de plagiat serait liée à cette volonté institutionnelle. Alors à mes yeux, cette lecture relève d'une forme de théorie du complot appliquée au fonctionnement académique, parce qu'une grande école qui a délivré un diplôme à une personne ensuite devenue encombrante, regardez autour de vous, ça existe, en général, elle a intérêt à éviter les vagues. Si le diplôme a été obtenu honnêtement, l'institution poursuit son travail et passe à autre chose. Elle a peu intérêt à entrer dans une guerre ouverte avec quelqu'un qui a bâti son image ou une partie de son image sur l'affrontement avec le système. L'idée que Polytechnique aurait voulu détruire Idriss Aberkan en contestant son doctorat,
Alors moi, ça me paraît invraisemblable. Et je pense que ça devrait paraître invraisemblable à quiconque connaît un peu le fonctionnement du monde académique. Les institutions académiques ont plutôt tendance à se protéger, à temporiser, à limiter le bruit public. Et c'est ce qui s'est passé avec Paris-Saclay. Et je pense que le tribunal appréciera. Mais il y a plus. Idriss Aberkane, à la barre, m'a présenté, moi, comme le monteur d'une opération d'influence. À l'entendre, et il l'a dit verbatim, hein, le fait que Paris-Saclay emploie dans ses courriers des termes proches de ceux que moi j'utilise constituerait un indice de coordination. Rendez-vous compte que on a dit de moi devant un tribunal que j'avais placé des mots dans la bouche du président de Paris-Saclay. Alors c'est un peu flatteur, mais ça devrait éclairer chacun sur le rapport au réel qui caractérise le plaignant. Parce qu'il manifeste une manière très étrange de raisonner, si je peux me permettre. Les personnes qui parlent d'intégrité scientifique, comme l'IRAFPA, comme moi ou comme le président de Paris-Saclay dans son courrier, ces gens emploient le vocabulaire de l'intégrité scientifique. C'est pas un scoop. Et donc on va retrouver les mêmes expressions, les mêmes préoccupations, sans que cela prouve qu'il y a machination. On ne peut pas s'étonner de retrouver un lexique commun chez ceux qui prennent au sérieux les mêmes normes. Et moi, ce passage m'a frappé, parce qu'il révèle un problème assez profond, en fait. Idriss Aberkane semble traiter les principes académiques comme des armes rhétoriques utilisées contre lui, plutôt que comme des normes partagées. Quand plusieurs acteurs indépendants parlent de plagiat, de reproduction illicite, d'intégrité scientifique ou de valeur académique d'une thèse, lui, il y voit une concertation. Et moi, au contraire, j'y vois le signe que ces acteurs parlent le langage ordinaire de la probité savante, et il semble que cette langue soit étrangère à mon contradicteur. Ensuite, il y a eu une petite mise en scène. L'avocat adverse a présenté un très très volumineux pavé, un exemplaire imprimé recto, papier 120, de la thèse de M. Aberkane qu'il place devant moi à la barre. On a bien senti l'argument silencieux du c'est la taille qui compte. Et on m'a demandé de lire un passage. Et ben, j'ai refusé. Je n'étais pas là pour prendre part aux démonstrations d'un avocat, ni pour réciter la prose de M. Aberkane sur commande. Du reste, j'ai noté que la tentative a agacé Madame la Présidente, qui m'a expressément rappelé mon droit à garder le silence. Puis on me demande si j'ai lu cette thèse, et moi je réponds honnêtement, je réponds non. Et commence alors une comédie sur le scandale d'un zététicien qui n'a pas lu la thèse et qui devrait donc ne pas en parler. Et là, il me paraît nécessaire de faire une petite mise au point parce que ce problème a déjà été soulevé dans d'autres affaires. Ce reproche de devoir se taire, sauf si on a lu le document technique sur lequel porte une discussion, repose sur une conception naïve de la vérification. Je n'ai pas besoin d'aller mesurer moi-même les pyramides pour savoir que les prétentions de Jacques Grimaud sur l'égyptologie sont absurdes. Et pourtant, il m'a soutenu qu'il faut se taire si on n'est pas allé sur place. Rappelez-vous, c'était il y a 11 ans. Pour savoir si ce qu'on me raconte est juste ou pas, je me tourne vers les travaux des spécialistes du domaine et, quand c'est nécessaire, vers leur analyse directe du discours concerné. De la même manière, je n'ai pas besoin de lire seul toute la thèse d'Idriss Aberkane pour savoir ce que vaut l'avis d'un comité compétent ayant examiné le dossier dans son cadre académique. Mon travail n'est pas celui d'un juge disciplinaire, d'un directeur de thèse ou d'un expert du champ concerné. Ma mission consiste à faire de la médiation critique, repérer la structure d'un discours d'autorité, exposer les éléments documentés qu'il fragilise, puis transmettre l'analyse des sources les plus compétentes. Pour me faire condamner, Idriss Aberkane est obligé de nier la réalité de mon travail et la prudence qui caractérise ma démarche. J'espère que ça ne fonctionnera pas. Puis est arrivé le moment du scoop. Il y a eu un scoop à la barre et vous allez apprendre des choses dans cette vidéo. Et oui, je vais vous lire un document que vous n'avez pas vu parce qu'il n'a pas
été diffusé jusqu'à présent, c'est ce document-là. C'est un courrier du président de Paris-Saclay. Et puis il y a un autre document, c'est pas celui-ci, c'est le procès-verbal d'une commission qui a eu lieu le 20 juin 2025. Un élément important de l'audience tient aux 2 pièces produites par Idriss Aberkane, issues de Paris-Saclay, un procès-verbal d'audition et une lettre du président de l'université. Ces documents m'ont été communiqués très tardivement, juste avant l'audience. Il révèle qu'une commission ad hoc a été constituée à Paris-Saclay en avril 2025, après ma vidéo. À ce sujet, moi, je n'avais eu que des bruits de couloir. C'est donc confirmé. On apprend qu'Idriss Aberkane a été entendu par cette commission le 20 juin 2025 avec son avocat et une assistante paralégale. Il y aurait alors affirmé qu'il s'agissait de la première fois qu'il pouvait s'exprimer et qu'on l'écoutait dans une commission. Or, si vous connaissez un peu l'histoire antérieure du dossier, on sait qu'il avait refusé de répondre aux courriers et aux invitations du comité de Benoît-Deveau. Il avait en fait de lui-même écarté la possibilité d'être entendu par le comité de Polytechnique parce qu'il contestait son autorité à donner un avis sur son travail. Le second document est un courrier du président de Paris-Saclay daté du 11 juillet 2025. Et ça a son importance parce qu'on découvre que Paris-Saclay n'est pas resté inactif, et ça c'est bien, et que le président a pris une décision, et vous verrez que là c'est quand même un peu moins bien. La partie adverse présente ce document comme une preuve que mes propos seraient faux parce que Paris-Saclay y indique que la thèse d'Idriss Aberkane ne sera pas retirée. Et oui, c'est ça le scoop. Lisons ensemble ce document. Cette commission, composée d'experts, a travaillé en totale indépendance avec le concours juridique de la direction des affaires juridiques et institutionnelles de l'université. Puis vient le passage que la partie adverse a mis en avant. La commission conclut que la reproduction du CEF dans votre thèse, en l'absence de volonté d'appropriation du travail d'autrui, ne permet pas de considérer qu'une fraude au sens de l'article L241-2 du Code des relations entre le public et l'administration est caractérisée et n'est donc pas de nature à conduire au retrait du diplôme. Fin de citation. C'est le paragraphe utile et cité par Idriss Aberkane lors du procès. Paris-Saclay écarte le retrait du diplôme au titre de cette qualification juridique précise. Je ne peux pas émettre là-dessus un avis juridique solide. Je ne suis pas juriste. Ce point administratif ne sera pas tranché non plus par le tribunal qui juge mes propos. Et donc je lance un appel aux juristes administratifs qui m'écoutent peut-être. Je suis très preneur d'une analyse permettant de comprendre si l'article L241-2 du Code des relations entre le public et l'administration constitue bien le fondement pertinent ou le fondement nécessaire pour établir une irrégularité, notamment un plagiat, susceptible de conduire au retrait d'un diplôme. Et je fais une petite parenthèse sur le plagiat, parce que c'est nécessaire, parce que quand on approche de près un concept, on se rend souvent compte qu'il est moins bien défini qu'on pourrait le croire. Ce texte du Code des relations entre le public et l'administration ne définit pas le plagiat académique. Il fixe les conditions dans lesquelles un acte administratif, ici la délivrance d'un diplôme, peut être retiré lorsqu'il a été obtenu par fraude. L'avocat de M. Aberkane a rappelé lui-même qu'il n'y avait pas de définition légale du plagiat. Le fait que Paris-Saclay écarte ce fondement précis ne signifie donc pas que le plagiat académique disparaît. Pour apprécier ce point, il faut se tourner vers les normes de l'intégrité scientifique. L'Office français de l'intégrité scientifique, département du HCRS, définit dans son vade-mecum le plagiat comme l'appropriation d'idées ou de contenus sans crédit approprié. La Charte française de déontologie des métiers de la recherche classe le plagiat parmi les manquements les plus graves. Mais continuons la lecture de la lettre du président Galap, car immédiatement après le paragraphe cité au tribunal, plusieurs fois, est écrit la chose suivante. Toutefois,
La commission souligne que le référencement du CEF ne respecte pas les normes de citation de sources usuellement observées et que le chapitre 13 de la thèse constitue, écoutez bien, une reproduction illicite d'un document en accès libre au sens de l'article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle. Et donc Paris-Saclay écarte le retrait du diplôme, mais confirme que les normes de citation ont été violées et que le chapitre 13 constitue, vous avez entendu, une reproduction illicite. Donc sur la matérialité académique du problème, le courrier est clair. Et le paragraphe suivant aggrave encore cette lecture. Écoutez bien, je cite encore. La méconnaissance des bonnes pratiques et la reproduction illicite d'un document sont des manquements graves qui nuisent à la qualité de votre thèse, à votre réputation, ainsi que celle de l'université Paris-Saclay. Le président ajoute « C'est pourquoi je ne peux que fermement les réprouver et que j'ai décidé de mettre un terme à la diffusion électronique de votre thèse, comme le contrat de diffusion électronique de la thèse m'y autorise. » Fin de citation. Ça, c'est pas une décision que l'on prend à l'encontre d'un manuscrit de thèse sans qu'il y ait des sérieux manquements. Enfin, le courrier se termine par une déclaration qui a tout de la répudiation. Je cite à nouveau, ouvrez les guillemets, fortement attaché à l'éthique et à la qualité des travaux académiques, l'honnêteté intellectuelle et le respect du travail d'autrui sont des valeurs que je défends ardemment au nom de notre communauté universitaire. L'excellence académique ne peut rayonner que par l'effort d'un travail original et rigoureux. Et puis enfin, l'université portera évidemment dans ce contexte la plus grande attention à vos communications à venir et se gardera la possibilité d'engager toute procédure en cas de manquement constaté pouvant juridiquement faire l'objet de suites. Et bien, une telle formule, dans un courrier de président d'université, n'a rien d'une réhabilitation. C'est un avertissement. Ce document n'a donc pas le certificat d'innocence académique que M. Aberkan présente au tribunal, mais qu'il se garde bien de présenter au public. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Avant cela, petit mot pour vous dire que à la barre, Idriss Aberkan s'est vanté que sa thèse est encore disponible en ligne. Et ben, j'ai vérifié, et c'est vrai, il a raison. La décision du président de Paris-Saclay relative à l'arrêt de la diffusion électronique de juillet 2025, que je vous ai lu, elle n'est toujours sans effet en juin 2026. Ben, c'est formidable, Paris-Saclay, hein? Suite, Exceptio Veritatis. Le calendrier des documents, il est essentiel dans ce type d'histoire pour comprendre qui a dit quoi, comment. Ma vidéo, elle date d'avril 2025. Le procès verbal d'audition et le courrier du président de Paris-Saclay sont postérieurs à cette vidéo. Et en plus, ils ont été ajoutés au dossier tardivement. Au moment où je prends la parole publiquement, la commission ad hoc de Paris-Saclay n'a pas encore rendu sa décision. Le courrier de 2025 n'existe pas non plus. Bon. Donc, ça, c'est un peu hors sujet, d'une certaine manière. Le plus important, c'est de se rappeler que la seule autorité académique à s'être exprimée quand je fais la vidéo est le comité d'éthique de Polytechnique, qui s'est prononcé à l'unanimité sur l'existence du plagiat. Benoît Deveau, présidente de ce comité, a d'ailleurs rédigé un témoignage très clair, versé au dossier, qui confirme le sens et la portée de ce travail d'analyse. Ce témoignage soutient directement l'exception de vérité plaidée par ma défense. Je me suis exprimé en m'appuyant sur une conclusion académique compétente, explicite et documentée. Et les nouveaux éléments ajoutés au dossier quelques heures avant l'audience ne démentent pas mes propos. On vient de le voir. C'est pourquoi sur la question du plagiat, mon avocat a plaidé l'exception de vérité qui permet de faire écarter une condamnation lorsque la vérité des faits allégués est établie. Sur les autres propos, dans ce procès, on me reproche 5 propos. Bien, nous avons plaidé que certains ne sont pas diffamatoires, mais relèvent d'un jugement de valeur, parce qu'on a aussi le droit de s'exprimer. Et bien sûr, la bonne foi, puisque le cœur du débat
portait sur la base factuelle suffisante à ma disposition avant ma vidéo d'avril 2025. L'expression délinquante de la connaissance, par exemple, a été replacée dans son contexte par Madame la procureure. Il s'agit d'une formule empruntée à l'IRAFPA, employée au sens critique et intellectuel et non pas au sens juridique, bien sûr. Moi, j'ai été gêné là-dedans par la tentative de la plaidoirie adverse de faire porter la majorité des débats, ça a duré longtemps, hein, sur Polytechnique et sur ses intentions supposées. Et j'aurais aimé que des représentants de l'école soient présents pour entendre ce qui a été dit à leur sujet. Je crois que ça aurait pu donner lieu à des conversations intéressantes. Maintenant, plagiat ou pas plagiat? Bon, et ben en fait, il y a un vrai enjeu derrière cette question qui est plus vaste que cela. Au-delà du procès, la situation du plagiat de la thèse se complique en raison des nouvelles pièces qui ont été apportées. Nous constatons, vous et moi, que Paris-Saclay refuse le retrait du doctorat, tout en reconnaissant, dans son courrier, l'existence d'une reproduction illicite, ce qui, dans le langage ordinaire du monde académique, revient à ce qu'on appelle, entre nous, un plagiat. Ce document de juin 2025, M. Aberkan, il l'a en sa possession depuis presque un an, puisque nous sommes en juin 2026. Il avait donc, s'il le jugeait décisif, toute latitude pour le rendre public et pour s'en servir afin de répondre aux accusations de plagiat. Il aurait pu faire valoir cela et faire taire les critiques des uns et des autres. Si la vérité est importante, on publie ce document. Il a choisi de ne rien faire, de le garder pour lui et de le révéler à l'audience, comme ça, au débotté, comme une pièce qui devait emporter l'adhésion la conviction du tribunal sur la base d'un paragraphe. Et ce choix, il s'explique bien lorsqu'on lit la lettre en entier, ce que nous avons fait, parce qu'en fait, l'absence du retrait du diplôme n'efface pas le constat de reproduction illicite, ni la sévérité du jugement académique. Quand un président vous dit qu'il va ordonner qu'on arrête la diffusion de votre thèse sur le site de l'université ou le site thèse.fr, c'est pas rien du tout. Et d'ailleurs, au cas où ce serait nécessaire de le dire, le retrait de sa thèse n'est pas une fin en soi pour moi. Je peux parfaitement vivre ma vie sans qu'il perde ses diplômes, ce monsieur. Moi, ma mission, je l'ai remplie. J'ai analysé, j'ai creusé, j'ai vérifié, j'ai alerté, j'ai documenté et j'ai montré les écarts entre l'image publique et la réalité académique disponible. Une fois que c'est fait, je passe à autre chose. Et j'ai quasiment 1000 vidéos, 10 bouquins et des centaines d'articles. Donc, ma vie n'est pas accaparée par le cas Aberkan. Si le courrier de Paris-Saclay blanchissait réellement Idriss Aberkan, on comprendrait mal qu'il ait attendu près d'un an pour le produire. En le versant au dossier comme il l'a fait il y a quelques jours, il donne désormais une existence publique et j'ai le droit de vous le partager, de vous le lire. Merci, monsieur Aberkan. Et le problème dépasse donc mon procès. Il dépasse même le seul cas de Idriss Aberkan, ce que j'ai rappelé au tribunal. Il concerne la capacité du monde académique à défendre ses propres règles. Lorsqu'un titulaire de doctorat contesté utilise ses titres comme instrument d'autorité publique, puis comme levier judiciaire contre ceux qui documentent la fragilité de ses thèses, de ses travaux, de ses élucubrations. Une thèse n'est pas seulement un document administratif permettant d'obtenir un titre. C'est censé être une contribution à la connaissance, soumise à des exigences d'originalité, de probité, de citation, de publication et d'évaluation. Je refais une parenthèse. Une thèse, sa qualité, elle se mesure en général au nombre de publications que le thésard peut produire dans des revues scientifiques à partir des résultats produits durant la thèse. Les bonnes thèses, on fait 2, 3, 4, 5 articles, parfois plus. De la mienne, j'en ai tiré 5. C'est juste pour vous dire.
Celle de Idriss Aberkane, il a fait 3 thèses et je peux compter le nombre des publications issues de ces 3 thèses sur les doigts d'un poing. Parce que 0, c'est peu. Et donc ça nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur la qualité scientifique du travail. Ça ne nous disait rien sur le plagiat. On n'était pas obligé de penser, et d'ailleurs je ne l'ai pas accusé de plagiat, parce que j'ai pas besoin d'accuser les gens de trucs lorsque on veut évaluer la qualité scientifique de leur travail. On a des indicateurs pour cela. On a le H-index par exemple. Amusez-vous à regarder celui de M. Aberkane. Donc, pardon, je reprends. La thèse est une contribution à la connaissance, disais-je, soumise à des exigences d'originalité, de probité, de citation, de publication et d'évaluation. Et lorsqu'une personne s'affranchit de ces exigences, puis mobilise ses diplômes pour intimider ou poursuivre ceux qui documentent ces manquements, le monde académique devrait répondre clairement. La plupart, l'immense majorité des doctorants consacrent des années à produire une contribution originale par amour de la recherche, par passion, par sacerdoce, avec une exigence intellectuelle réelle. Ils méritent le respect. Lorsque les institutions laissent s'installer l'idée qu'un diplôme suffit à protéger un discours, même après une reproduction illicite reconnue, elle envoie un signal désastreux. Avec assez d'argent, assez d'aplomb et assez de quérulence, un imposteur peut intimider ceux qui rappellent les règles. Et donc je pense un peu à haute voix lorsque je vous dis cela, mais le monde académique et le monde judiciaire devront bien trouver un jour une réponse commune à ces usages abusifs des titres universitaires, parce que le public reste exposé aux délinquants de la connaissance lorsque les institutions renoncent à défendre clairement leurs propres règles. Maintenant, pour conclure, écoutez, qui vivra verra. Au terme de ce compte-rendu, je ne vais pas pronostiquer les conclusions des juges, bien sûr. Ce sont les juges qui jugeront. Ma défense repose sur la vérité de mes propos, sur ma bonne foi, concernant une question d'intérêt général sur laquelle je suis en position de jouer un petit rôle utile dans le débat public. La chronologie, les avis disponibles au moment de la vidéo, le rôle du comité d'éthique de Polytechnique, les nuances du courrier de Paris-Saclay et le contexte général de mon activité de débunkage me paraissent essentiels pour comprendre la stratégie à l'œuvre. Cette plainte, mesdames et messieurs, s'inscrit dans une logique de procédure bâillon. Elle vise à déplacer devant les tribunaux un débat d'intérêt général sur la crédibilité académique d'un acteur influent des médias alternatifs. Les tribunaux ont pour mission de se montrer particulièrement protecteurs de la liberté d'expression dans un tel contexte. Et c'est pourquoi, lors de la dernière affaire qui m'a opposé à M. Aberkane, il a été, alors qu'il me poursuivait, condamné, lui, pour procédure abusive. Chose qui pourrait se reproduire éventuellement cette fois-ci encore, en tout cas, nous l'avons plaidé également. Voilà ce que je peux vous dire à l'heure actuelle ici. Je vous tiendrai au courant des prochaines étapes. Le délibéré doit être prononcé le 2 octobre. Dans les jours qui suivent, je vous tiendrai au courant. Je vous remercie pour votre intérêt et pour le soutien que vous m'apportez, moral, très important, et divers et variés. Si ce sujet vous paraît intéressant et important, partagez-le autour de vous. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, attention aux idées que nous acceptons de mettre dans notre tête. Méfions-nous de l'effet blouse blanche et de l'intimidation par les diplômes ou par le charabia, par le jargon. Nous savons que c'est très dangereux. Et nous savons que la protection contre ces types de discours, à l'heure actuelle, elle ne sera pas aidée par le monde académique. Je ne désespère pas que cette problématique devienne une priorité pour lui, pour son monde académique, mais pour l'instant, je constate que le travail, on va devoir le faire sans l'aide des grandes institutions dont c'est pourtant aussi une des missions. Merci à vous, à très bientôt, et si c'est votre truc, éventuellement de loin, des bisous.